Bon, Guillaume, déjà, comment ça va? Ça va, un peu naze, mais ça va. T'es fatigué? Bah, en même temps, t'arrêtes pas Non, non, depuis mais hier. en fait, ben oui, justement, c'est pour ça. Ça. Et puis non, surtout hier soir, j'ai bu un Virgin Mojito, mais qui, je crois, n'était pas virgin du tout. Donc je suis un peu dans le pâté, T'es un quoi. peu dans le Mais pâté ce sinon, matin. ça va très bien. Non, non, ça va bien. Alors, vous notez, ne lui offrez pas des Virgin Mojito, d'accord? Tout le Non, moins, mais qu'il soit pas j'aurais dû virgin. passer directement au Au Mojito Mojito normal, quoi. normal. Sachant que apparemment, il y avait un truc dans une substance. Tu crois qu'on a voulu te ramener dans Mais un on est hôtel tous- obscur, c'est ça? on est tous rentrés complètement pétés alors fatigue peut-être, mais on était un peu bizarres, quoi. Donc ils nous ont mis du truc dans nos coca. Cette conférence commence Dans très nos- très oui, bien, ça marche. Guillaume. Excusez-nous. Hein. Bon, C'est- passons il, aux a- il questions arrive à tout. sérieuses. Voilà, passons aux questions sérieuses. Bon, déjà, Alors- merci à tous d'être présents pour cette Merci conférence de d'être Guillaume là. Briand. Vraiment. Donc, on Ça, peut encore. ça, c'est tous les gens à qui j'ai dit venez à la... Mais je sais pas, il y a des gens qui vont arriver au fur et à mesure. Hein, tu vas Ah voir, oui. on va ouvrir des portes. Il y a des gens qui vont quand même arriver au fur et à mesure. Donc, cette première conférence, parce que tu n'as pas eu de conférence hier. Non, Non, c'est ça. non. Donc voilà, c'est notre seule et unique conférence. Donc merci d'être avec nous. Vous allez pouvoir poser toutes vos questions à Guillaume Briand ici, présent avec nous, les amis. Et Dieu sait qu'il a une belle actualité et autres. Et on est très heureux encore une fois de t'accueillir. Actualité, oui, passée, mais oui. Il y a beaucoup de choses. Et on peut parler d'énormément de choses quand Ouais, même. il faut être positif. Soyons positifs. Stay positive, Guillaume. Donc merci à tous. Applaudissements encore, s'il vous plaît, pour Guillaume Briand. Alors, comment fonctionne la conférence? C'est très simple. Moi, je suis un petit peu le maître de tout ça, mais c'est vous qui... En plus, je suis en gros plan. Mais c'est... Oui, je sais ce que ça fait. Hier, ils n'ont pas arrêté. C'était sur moi, j'étais comme ça. Je fais... Je vois qu'il y a deux... Ah ouais. Attention, je te juge. Mais du coup, comment ça va se passer? Vous allez lever la main. Guillaume est ici pour répondre à toutes vos questions. Il sera un plaisir de le faire. Donc, n'hésitez surtout pas. Et on peut commencer les hostilités, si tu le veux bien, alors, Guillaume. Commençons les hostilités. Qui a une première question pour te... Ah, voilà. Merci. Alors, quelqu'un va passer directement dans le public pour vous donner le micro et autres. Comme ça, il y aura plus de facilité. Je pourrais rester ici sur le plateau avec Guillaume. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Léo. Léo, enchanté Léo. Oui. Alors, Ma question c'est... Pardon. vas-y, Quel respire. rôle a été le plus éprouvant à faire pour vous sur le long terme? C'était... Pardon, j'ai pas compris le début, je suis sourdingue. Quel rôle a été le plus éprouvant à faire pour vous sur le long terme? Le plus éprouvant? Oui. Aucun, parce que j'ai pas eu beaucoup de rôles sur le long terme, à part Kaamelott, où vraiment c'est un rôle que j'ai retrouvé, mais c'est Kaamelott, pour vous faire comprendre par rapport à mon rôle, c'est une journée de tournage par an. Donc c'est pas très éprouvant, pour reprendre ton mot. Donc ce qui est éprouvant, c'est juste de prendre le train, d'aller à Lyon, de revenir le soir. Ce qui est éprouvant, en fait, c'est de ne rester qu'une journée à Lyon et de ne tourner qu'une journée, en fait. C'est pas éprouvant, c'est frustrant, voilà, parce que c'est très agréable à faire. C'est très agréable de retrouver les camarades comédiens et metteurs en scène. Et voilà, mais éprouvant, non. Ça m'est arrivé de faire des tournages éprouvants, mais d'une journée ou tout d'un coup, alors ce qui est éprouvant, c'est quand tu es sous la pluie ou qu'il fait froid ou des choses comme ça, par exemple. Sur le film, c'était pas éprouvant, mais on a eu, par exemple, moi j'avais 5 jours de tournage sur le film Kaamelott, pardon, et je sais que le premier jour, il faisait très beau, il faisait un peu froid, mais donc on avait des collants et des damards, des trucs comme ça. Ta gueule! Et puis voilà, et en fait le lendemain, on arrive et on ne se voyait pas à 3 mètres. On tournait à la Jasserie, qui est au-dessus de Saint-Étienne, qui est une forêt pleine, c'est un endroit magnifique, on ne se voyait plus du tout. Là aussi, c'est pas éprouvant. Par contre, c'est éprouvant pour les organisateurs qui doivent dire, bon, ben là, on ne peut pas tourner, donc qui est là demain? Toutes les scènes qui devaient être tournées ont dû être reportées. Donc tout ça est assez compliqué à réorganiser. Qui est là? Quel comédien doit partir? Mais pour nous, sur un tournage, on est quand même assez gâtés, nous les comédiens. On s'occupe de nous, on nous apporte des cafés. Et puis voilà, c'est tout. Ça se passe bien. Des Virgin Mojito. Des mojitos.
Mais non, 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 non. Éprouvant. Il y a des tournages éprouvants, oui, quand vous êtes effectivement dans des conditions atmosphériques, j'allais dire, météo un peu difficiles, ou que le rôle est très, oui, éprouvant, que le metteur en scène n'est pas forcément sympathique ou pas très agréable avec vous. Oui, ça arrive, et là, c'est éprouvant. Moi, personnellement, ça s'est toujours plutôt bien passé. Et sur Kaamelott, alors vraiment, c'est extrêmement agréable, vraiment extrêmement agréable, quoi. Une sorte de logique de tournage, les choses se font simplement. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Non, merci, c'était parfait. Super, merci beaucoup. Léo, c'est ça? Oui. Merci Oui. Léo. Ok, alors, eh bien, écoutez, on peut continuer à enchaîner sur les questions. Ah, c'est Où bien, est notre... les bras se lèvent. Juste à côté de Léo. Moi, j'ai une petite question avant que tu commences avec ta question. Guillaume, je voulais savoir, tu dis que donc, pour ton personnage, c'est une journée de tournage dans l'année, par saison, imaginons. Oui, pour ton... exactement, oui. Comment tu expliques l'affect de la communauté pour ton personnage, alors? Vraiment, je ne l'explique pas. Hein. Ça peut pas être de la fausse modestie. C'est vraiment, je ne sais pas. Moi, j'ai eu un jour, donc dans les années 2006, j'ai eu mon quart d'heure de narcissisme. J'ai tapé sur Google Kaamelott, et puis après j'ai tapé Le Roi Burgonde. J'ai osé taper. Et là, j'ai vu Les Forts en Pommes, qui était un premier. Alors c'était sur Facebook, un premier groupe qui s'appelait Les Forts en Pommes. Alors Forts en Pommes, c'était ma phrase et celle de Léo Dagan après. Et donc, je regarde ça et c'était des fans de Kaamelott, mais du Roi Burgonde. Donc, je me dis, mais les gens sont fadards. Enfin, le Roi Burgonde, il passe... et il était même pas passé... Il était passé que 3 fois. Enfin, il n'y avait que 3 apparitions. Donc, vraiment, je n'ai pas de... Si vraiment je réfléchis un peu, la seule réponse, ça serait que c'est un personnage que tout le monde comprend, un personnage peut-être enfantin, voilà, il éructe, il pète, donc il y a un truc un peu étrange. L'incompréhension du personnage fait sourire, comme Perceval, dans un autre level, hein, mais c'est un personnage aujourd'hui. Alors, pour le coup, Perceval parle extrêmement bien, pour le coup, des fois il sort des trucs, mais on ne comprend pas grand-chose finalement. Et là, le Roi Burgonde, je ne sais pas, alors on va dire maintenant cette fidélité à ce personnage, même d'Alexandre Astier. Enfin, moi, le premier jour de tournage où je fais donc l'épisode L'interprète avec Laurent Deutsch, à la fin du tournage, dans les coulisses, Alexandre me dit « Je vais essayer de réécrire pour ton personnage ». En plus, je vois que ça se passe bien, il y a des sourires. Je dis, tiens, c'est pas mal. Enfin, c'est agréable, quoi, tout simplement. Mais il y a plein de metteurs en scène très sympas qui vous disent, ouais, on va faire plein de trucs ensemble et qui vous rappellent jamais. C'est pas grave, hein, ça arrive, c'est le métier. Sauf que lui, 1 an après, il me rappelle, il dit, ouais, tournage, et ça dure depuis 2005. Et là, en plus, je suis dans le film. Donc, c'est une chance pour un comédien assez. Même si c'est un personnage comme ça, très, très découpé, c'est une chance énorme de pouvoir continuer à interpréter ce personnage un peu étrange. Mais après, pourquoi le public je crois avoir donné une sorte de réponse, mais je ne sais pas. Il faudrait leur demander d'ailleurs pourquoi vous aimez ce personnage, pourquoi ce personnage est aimé. Mais en même temps, c'est vraiment la qualité, moi je trouve, de Kaamelott. Et pas que pour le Roi Burgonde, justement, mais c'est qu'il y a plein de petits personnages qui sont énormément aimés, qui sont beaucoup aimés. Il y a les personnages principaux, bien évidemment, mais il y a des personnages secondaires qui sont tout aussi bien écrits que le Roi Arthur, ou Guenièvre, ou Perceval, quoi, qui sont... tout est dans le détail, tout est dans la virgule, tout est dans le P, tout est important, quoi, voilà. C'est ça qui est formidable. Dans un plan, dans un cadre d'Alexandre Astier, il y a le premier, le deuxième, et puis il y a le gars derrière, on le regarde aussi, quoi. Tout est pris en compte, quoi. Ok. C'est génial. Très très bien. Alors, applaudissements, oui, s'il vous plaît. Guillaume, j'aurais d'autres petites questions pour toi, mais on va faire tourner un petit peu les gens qui ont envie de poser leurs questions. Alors, madame, comment tu t'appelles? Yana. Yana, ta question alors.
Je voulais savoir si ça arrive souvent que des gens vous arrêtent pour vous demander de faire un peu l'accent du roi Burgonde. Et si oui, est-ce que vous commencez un peu à en avoir marre ou pas après tout ce temps, ou si en fait vous le faites avec plaisir ou... Est-ce que quoi? Pardon, j'ai pas compris la deuxième question. Et est-ce que je suis vraiment sourdingue? Est-ce que ça te gêne? Ah oui, pardon. Non. Moi, j'ai toujours la première anecdote qui est la première fois où quelqu'un m'a reconnu dans la rue. Et en fait, je n'ai pas compris qu'elle me reconnaissait. Alors, je vous l'explique l'anecdote. C'était vraiment... Pardon? Il a dit qu'il y avait du Morito avant. Il y avait du Morito encore. Il y a toujours du Morito. Il y a 3 litres de Morito qui me suivent. Derrière, là, vous ne les voyez pas, ils sont enfin, un tonneau, plus exactement. Non, j'étais à Paris. J'étais dans un Franprix. C'est super intéressant. J'étais dans un Franprix. J'ai déjà raconté cette histoire, hein, pardon, pour ceux qui la connaissent peut-être, mais et je m'achète une salade à emporter. Salade à emporter, précision. Donc quand vous achetez un truc comme ça, on vous donne normalement un couvert en plastique. Et donc j'arrive à la caisse, et là je vois une jeune caissière qui me regarde un peu bizarrement. Normalement, personne ne vous regarde, hein. Les caissières, elles n'ont pas le temps de vous regarder. Et là, elle me regarde, et elle me tend une fourchette, non, elle me tend une cuillère sous plastique, et elle me dit, ah, mais je vous promets, un peu tremblant, comme si j'étais Brad Pitt, quoi, en gros. Donc vraiment, je ne comprenais pas. Elle me dit, cuillère? Avec un point d'interrogation. Et moi, qui ne comprends pas, je dis, non, je préfère une fourchette, s'il vous plaît. Vraiment le con, quoi. Donc, et je sors, je paye. Donc la fille, sans doute, elle dit, mais je crois qu'il n'a pas compris. Il n'a pas compris. Je sors, je fais 3 mètres et je reviens. Je dis, ah oui, excusez-moi, oui, cuillère, bien sûr. Et elle me refile la cuillère. Donc voilà. Voilà la première anecdote. Alors je ne vais pas dire que j'en ai plein, mais oui, il y a toujours quelqu'un dans la rue qui vient vous voir, qui vous dit, je vous adore. Bon, c'est évidemment très très agréable. Quelqu'un qui vous... L'autre jour, j'étais à Lyon, et il y a un... Non, pas à Lyon que je raconte, j'étais à... Pas du tout à Lyon. À Lyon, ça arrive tout le temps, parce qu'évidemment, il y a une grosse communauté, mais j'étais à Montpellier, et puis je monte la rue, là, et puis je vois un gars qui me regarde un peu fortement, quoi. Et puis il vient dire, en plus assez costaud, enfin, il vient, pour moi, très costaud, et directement, il me prend dans ses bras. C'est un peu étonnant, on dit « Oh, je vous adore, je vous adore ». Et puis, il passe son chemin presque, enfin, tout de suite, quoi. Donc voilà, c'est un truc très bizarre. Donc, le mec, il a osé me prendre dans ses bras, mais il n'a même pas osé me demander un autographe ou des trucs comme ça, quoi. Voilà. Donc, c'est quand même mieux que le mec qui te prenne dans tes bras, qui dit « Je sais où t'habites », et qui te casse la gueule. Parce que c'est toi, là, par contre, tu balises un peu, là. Les gens sont charmants, enfin, je veux dire, voilà, et moi, ça me dérange pas. Enfin, genre, c'est toujours pareil, si ça dure toute la journée, c'est chiant, mais j'ai pas... Non, alors, si j'ai une anecdote, si celle-là, je l'aime beaucoup parce que, en fait, j'ai un autre métier dans ma vie, parce que en tant que comédien, je ne travaille pas beaucoup. Je suis chauffeur accompagnateur à Paris. C'est un service d'aide à la personne. Donc, je m'occupe de personnes handicapées que je transporte à droite, à gauche, là où elles veulent, au cinéma, au boulot, au sport, enfin n'importe quoi. Et un jour, j'ai un client, c'est des clients, un client non-voyant qui rentre dans la voiture. Enfin, il ne rentre pas, c'est moi, c'est mon boulot, c'est de le faire rentrer dans la voiture. Donc, je l'installe, et puis en général, on a un quart d'heure, une demi-heure, 3/4 d'heure de transport ensemble. Et le gars, aveugle, avec la canne entre les jambes, devant, il est accompagné d'une dame derrière, et il me dit bonjour, je vous connais, je vous connais, je vous connais, je vous connais. Il me répète ça 3 fois, je vous connais, je vous connais. Il m'entend, hein. Et je ne vous connais pas, c'est la première fois que je vous rencontre. Alors, pardon? Oh, pardon. Ça va comme ça? Regarde, prends-le comme ça. Oui, je suis comme ça. Non, regarde, prends-le ici. Voilà. Alors, comme ça. C'est parfait. Et donc, le gars, donc... non, tu peux le tenir de la main, ça quand fait même. précieux, comme ça. C'est clair, c'est ouh. Comme ça va bien central. Un peu moins sur l'antenne, en fait, c'est ce que je pense. Ah, elle est où, l'antenne? Elle est là, l'antenne. Tu le prenais comme ça, et du coup, je pense que ça... Voilà. Ridicule. Et donc, le garçon, je lui dis, mais non, je vous ai jamais transporté, en fait, je vous connais pas. Et puis, bon, on fait 2-3 kilomètres ensemble, et puis il me demande, mais je suis sûr, je vous connais, votre voix. Puis alors, je finis par dire, alors, écoutez, moi, je suis comédien, peut-être un jour, vous m'auriez entendu. J'étais conscient que Kaamelott marchait bien. J'avais pas à peine dit Kaamelott, le mec se retourne vers moi,
non-voyant avec ses lunettes noires, il me dit « queer !» avec l'accent burgonde. Et là, le mec, il n'arrête pas, il me sort toutes les répliques de tout le monde, Perceval, du roi Burgonde, enfin bon. Et la femme derrière, elle a pigé que dalle, elle dit, je comprends pas, le mec, il est chauffeur, accompagnateur, il est comédien, qu'est-ce qu'il fout là? Enfin voilà. Donc ça, c'est une anecdote qui me plaît bien parce que c'était dans le cadre de mon travail de tous les jours et que ce gars non-voyant, donc extrêmement attentif, avec une oreille bien développée, m'avait tout de suite reconnu. Je trouve ça complètement fou, quoi, voilà. À la voix. Alors je lui dis, en plus, je dis, mais je comprends pas, j'ai pas la voix burgonde, moi. Je parle pas burgonde dans la vie, j'ai pas un accent slave. Je dis, ah non, mais vous avez un truc là, il y a une façon de parler, c'est vous. Il arrêtait pas de répéter les phrases 3 fois. Voilà. Ok, d'accord. Bah oui, c'est une belle anecdote, tu vois. Donc je savais même pas en fait que. C'est un peu long, hein, pardon. Hein. Ah non, c'est bien, c'est bien. Non, c'est quoi? J'aime beaucoup. J'aime beaucoup quand je fais tes interviews parce que tu parles. Et ça, c'est bien. Tu vois, il y a sujet, verbe, complément. Sinon, ça, je peux faire cool. oui, non. Voilà. Oui, non, ça on va pas le faire. On va pas le faire. On va rester là-dessus. Ça va être assez cool. Gardons ce rythme. Moi, je voulais savoir un petit peu, Guillaume, comment ça s'est passé ta première fois avec Alexandre. C'est bizarre quand je dis ça, hein, vous avez vu. Ta première fois avec Alexandre Astier, ton casting. Comment tu as été casté? Bah, le fameux j'ai été casté, donc effectivement déjà, que Alexandre travaille beaucoup avec des gens, alors sa famille bien sûr, vous le savez, et puis des gens qu'il connaît, c'est des gens qu'il connaît ou qu'il a déjà vu à la télé, ou Alexandre Astier, c'est du genre quelqu'un qui voit quelqu'un à la télé, il va regarder le générique, il va noter le nom, et puis 5 ans plus tard, il va rappeler le mec par l'intermédiaire de son agent, par exemple, et dire j'aime beaucoup ce comédien, est-ce qu'il pourrait venir faire le rôle de machin? Donc il fait les choses simplement, sans forcément passer par un casting. Machin. Pour le roi de Burgonde, c'est pas que le personnage était très compliqué, mais il cherchait, j'ai jamais su ce qu'il cherchait vraiment d'ailleurs, mais il cherchait une envergure, il cherchait quelqu'un, alors peut-être quelqu'un qui savait parler, pas qui savait parler, mais qui avait un accent slave, qui avait une certaine envergure. Alors à l'époque, j'étais vraiment encore plus costaud, encore plus gros. J'étais pas beaucoup plus grand, j'étais toujours aussi petit. Mais donc voilà, le casting vraiment très improbable. On me dit de venir sans apprendre le texte, ce qui est très rare en général. En général, vous recevez le texte 2-3 jours avant, vous avez le temps de l'apprendre ou pas, mais enfin bon, on vous demande d'apprendre le texte. Et là, dit non, n'apprends pas le texte. Et puis j'arrive, et puis la casting me donne la feuille, et je cherche le rôle, et je vois qu'il n'y a rien. Enfin, je vois Roi Burgonde, mais je vois pas de... Je vois des P, je vois PFFFF. Je dis, oh là, enfin, genre, c'est chiant, quoi. Il y a des trucs, dans n'importe quel boulot, des fois, vous passez des entretiens, vous dites, si je suis pas pris, c'est pas grave, parce qu'en fait, ça m'intéresse pas, quoi. Et là, c'était presque un peu ça. Alors bon, on le fait. Et puis, parce qu'Alexandre Astier, encore une fois, Alexandre Astier, je ne savais pas qui c'était ce mec. J'étais pas prêt à faire n'importe quoi pour. Et donc des rôles comme ça on va dire de péteur, bon, c'est pas forcément très intéressant. Mais la casting étant assez sympa et voilà, on commence. Et puis parce que j'aime ce métier, donc je me dis, je vais essayer de m'amuser avec ce truc-là, quoi. Avec ces 3 phrases. Donc on commence à faire quelque chose. Je ne sais pas, moi j'adorerais, je crois que je l'avais contactée, elle ne m'avait pas répondu, mais j'adorerais voir le casting, revoir le casting. Souvent on voit comme ça des fois à la télé des castings de stars, comment ils ont commencé. Exister, hein. Mais ça doit être n'importe quoi, surtout là vraiment le casting du roi Burgonde, c'est n'importe quoi. Et donc j'ai été pris sur du n'importe quoi sans doute, c'est-à-dire que parce que, je ne sais pas, Alexandre a dû se dire, tiens... il fait bien, il a un truc slave qui fait bien. Il pète comme personne. Je sais pas. Alors il se trouve qu'un mois avant, j'avais fait une tournée avec un théâtre où on était parti à Moscou. C'est vraiment un hasard. Enfin peut-être pas un mois avant, mais pas très longtemps avant. Et donc j'avais dans ma mémoire l'accent comme ça, l'accent slave et cet accent, vraiment, parce que donc elle a des boudriefs, des trucs comme ça, donc j'en ai fait des tonnes, évidemment, et puis ça fonctionnait. Mais le texte était là, hein, il n'y a pas d'improvisation, les paix, les biographies, il faut s'amuser avec ça, c'est un peu ça le métier de comédien, c'est que tout d'un coup, on n'a pas grand-chose à manger, comme on dit, et puis il faut savoir...
le transformer, en tout cas se l'accaparer, voilà, se l'accaparer. C'est pas toujours facile, hein, mais ça fait partie du boulot, quoi, vraiment. Ok. Alors, on avait d'autres questions. Bah, écoutez, ne vous battez pas. On a une là. On va passer de ce côté. On va passer de ce côté et après je serai avec toi. D'accord? Vas-y, on va passer sur toi. Hello, comment t'appelles-tu? Jean-Rémy. Jean-Rémy, c'est ça? Exact. Ok, Jean-Rémy, ta question. Vous êtes aussi la voix française d'Astérix. D'Obélix. D'Obélix, pardon, excusez-moi. Oui, c'est moi qui fais Astérix. Non, je sais pas. Astérix. Quelle est votre préparation pour incarner ce rôle qui est quand même assez iconique dans la culture française? Ah oui, alors tu sais quoi, attends Guillaume, je rebondis sur ta question parce que c'est une parce que c'est une question que je voulais lui poser, effectivement. Moi, je vais aller un peu plus loin. Je vais dire, ça fait quoi en fait de passer derrière de très grands comédiens qui ont interprété le rôle d'Obélix, aussi bien physiquement qu'au niveau vocal quand même. Comment tu l'as appris quand on t'a dit, écoute, je te propose de faire Obélix dans les prochains longs métrages d'animation? Là aussi, très concrètement, là je suis pas dans un Franprix à Paris, je crois que je suis devant ma télé le soir à Paris, dans mon appartement. Alexandre Astier m'appelle et me dit, comme s'il me proposait de venir boire un coup, bah voilà, j'ai l'intention de faire un dessin animé sur Astérix et j'aimerais bien qu'on essaye Obélix, que tu essayes Obélix. Alors, je lui ai pas dit, bon, mais oui, moi, je suis la reine d'Angleterre quand il m'a dit, je suis Alexandre Astier. Mais Alexandre Astier, c'est pas un mec que j'appelle tous les quarts d'heure, et lui non plus. Donc, j'étais déjà étonné qu'il m'appelle lui-même et qu'il me propose. Donc, au moment où il le propose, on dit, bah oui, d'accord, oui, super. Et puis, en fait, vous raccrochez, et c'est là que vous avez tout le background de tous les personnages, de tous les comédiens, surtout Pierre Tornade. Moi, j'ai la génération Tornade. Après, il y a eu Jacques Frantz. Après, je suis arrivé modestement, mais il y a eu 5, 6 comédiens quand même avant qui ont. Il y a des archives extraordinaires sur l'INA, sur le site d'internet d'INA, où on voit. Alors, on voit déjà Roger Carrel. Je sais jamais comment. J'ai honte, pardon. Je sais jamais comment s'appelle ce comédien. Les mecs qui font donc les premières adaptations d'Astérix à France Inter, ils sont 4 derrière un micro et la clope au bec dans un studio à Paris, donc imaginez le truc, et ils passent chacun comme ça du micro, un Obélix, un Astérix, un Le Doré, enfin bon, voilà, c'est complètement dingue. Donc il y a eu, voilà, 5-6 comédiens avant moi, et moi tout d'un coup on me demande de faire ça, et je dis mais, alors, je me dis même mais pourquoi il me propose à moi? Et je crois que la seule explication que j'ai eue à un moment, c'est qu'effectivement, comme j'avais transformé ma voix pour le roi Burgonde, Alexandre a dû se dire, tiens, bah, ça serait peut-être intéressant d'essayer que Guillaume transforme sa voix, non pas slave cette fois-ci, mais en Obélix, voilà. Donc j'ai eu la chance de faire une sorte d'audition qui a duré qui a duré sur 3 mois à peu près. J'ai dû travailler 1 semaine en tout sur 3 mois, où on a fait ce qu'on appelle des voix maquettes. Pardon, je te regarde un peu. Et donc voilà comment j'ai commencé à travailler le rôle d'Obélix, mais j'étais pas pris encore. Hein. Donc les voix maquettes, c'est qu'en fait tu commences à dire le texte qui permet au dessinateur de commencer à faire les visages et de travailler les lèvres, les labiales par rapport au texte que tu as donné. Voilà. Et puis à un moment, Alexandre m'a dit, ça y est, on a présenté à Uderzo, Goscinny n'étant plus là, on a montré à Uderzo des animatiques, c'est-à-dire des petits dessins animés déjà, enfin une esquisse quoi. Et il a même pas, apparemment, il n'a pas bronché, il a rien dit et j'ai été validé quoi, voilà. Donc et tout d'un coup, je dis bon bah c'est moi qui fais Obélix. C'est vrai que c'est un truc complètement fou. Tout ça arrive assez lentement, parce que je vous dis, c'est 3 mois, j'ai le temps de travailler, ça se passe très bien avec Alexandre. Je suis dans une équipe qui est, eux, ils seraient plutôt, alors je dis eux, c'est-à-dire Alexandre Astier et Louis Clichy, qui est le co-réalisateur, c'est lui qui dirigeait l'équipe technique de dessinateurs. Et eux, ils sont plutôt OK pour que ça soit moi, mais il y a quand même un travail, il faut quand même... Enfin, ça se travaille tout ça, quoi. Il faut être sur une bonne. Alors moi, je commence un peu à fond. Évidemment, je
souvent en synchro. Alors là, c'est pas de la synchro parce qu'on a un texte, mais vaut mieux en faire pas mal, en faire un peu trop, quitte à descendre, c'est ce qui s'est passé, que de commencer très bas. Donc je pars dans un Obélix extrêmement lourd, extrêmement BD, j'en fais un peu too much, quoi. Et puis on finit par trouver quelque chose qui ressemble à ce que vous connaissez peut-être, quoi. Donc voilà. Alors je n'ai pas la voix de Pierre Tornade, je n'ai pas l'envergure de Pierre Tornade. Jacques Frantz, entre nous deux, faisait quelque chose de différent. Voilà, c'est un travail, mais c'est génial. Enfin, alors, sans parler du fait que, évidemment, quand j'étais petit, j'adorais regarder les dessins animés et les BD, bien sûr, mais donc tout d'un coup, de se dire, tiens, c'est moi maintenant, à mon âge, qui fais Obélix, je suis rarement fier, mais là, j'ai une sorte de petite fierté, en tout cas de vraie satisfaction, quoi. Voilà. Ça te va? Parfait, merci. Impeccable. On peut l'applaudir, s'il vous plaît. Alors, on avait une autre question. Il y en a deux autres. Oh, c'est bien, c'est bien. Allez, ça ne s'arrête pas. Bonjour. Bonjour. Alors, ma question, si vous aviez pu jouer un autre personnage de Kaamelott, lequel auriez-vous voulu jouer? Tout de suite, comme ça, j'aurais tendance à dire Perceval, parce que c'est très très bien écrit, parce que j'allais presque dire la jalousie de voir la performance de Franck Pittiot. Enfin, ce qu'il fait est assez extraordinaire. Alors, des fois, on n'en a pas conscience de ce qu'on fait, mais ce qu'il fait est vraiment formidable. Mais voilà, je trouve que c'est extrêmement bien écrit, ce personnage qui est quand même Perceval. Enfin, c'est pas n'importe quoi, c'est une légende. Bon, là, pour l'instant, on ne sait pas trop, mais ce qu'il fait, ce qu'il arrive, enfin, plein de choses différentes, mais évidemment, la règle du jeu, tous ces trucs-là, enfin, je trouve ça assez étonnant, ce qu'il arrive à faire, les scènes de repas, voilà, j'aime beaucoup ce qu'il fait. Alors, à contrario, ça n'a rien à voir, j'adore Léo Dagan, parce que, évidemment, moi aussi, je peux être un peu soupolé et que j'aime bien écarteler les gens de temps en temps. Donc, voilà, ça me fait rire et j'aime bien ce personnage qui est toujours plaintif, arrogant, enfin, en tout cas... Enfin non, oui, j'adore. Mais souvent, quand j'aime les personnages, c'est aussi parce que j'aime d'abord, avant tout, les comédiens qui sont derrière, que je trouve que c'est eux qui rendent le personnage intéressant et attachant, quoi. Mais sinon, moi, Guenièvre, par exemple, alors je trouve... Tu aurais aimé interpréter Guenièvre? Pourquoi pas? Non, mais genre, c'est le même principe. C'est tout d'un coup, on se dit, genre, en plus, quand vous voyez Anne-Gaëlle, comment elle s'appelle? C'est quoi son prénom déjà? J'ai honte. Pardon? Oui, pardon. Quand vous la voyez, elle parle évidemment tout à fait normalement, elle est absolument adorable, elle est normale. Et là, la composition qu'elle a fait pour ce personnage, enfin, c'est du toupet, quoi. Enfin, au début, on dit, voilà, elle a osé faire ça. Enfin, c'est vraiment une... Là aussi, en plus, c'est ce que j'aime beaucoup dans Kaamelott, c'est que les personnages sont toujours, de prime abord, on peut se dire, ils sont tous un peu débiles mentaux. Et puis, en fait, on s'aperçoit tous que non, ils ont juste une logique qui est un peu différente des autres. Même le roi Burgonde, évidemment, de prime abord, on se dit, c'est un débile mental. Mais ils ont leur compréhension à eux. Ils ont leur logique et je trouve que là, les comédiens, notamment Anne Giroir, amènent ça. C'est-à-dire que alors, le texte est là, bien sûr, mais elle sauve le personnage. Le personnage, comme ça, peut paraître un peu niais par la voix, par le style. Et puis, en fait, cette femme est triste, elle n'a pas d'enfant, et tout ça passe, quoi. C'est formidable. Donc le texte, bien sûr, c'est l'essentiel, mais les comédiens rajoutent tellement derrière d'interprétation, de propositions d'interprétation, c'est génial. D'accord, justement, alors tu viens de répondre limite à la question que j'allais te poser. J'allais te demander si toi, en termes d'interprétation, tu as été libre vraiment d'apporter quelque chose ou tout était vraiment beaucoup dirigé par Alexandre Astier. Non. Alors on est beaucoup dirigé par Alexandre Astier, j'allais dire à l'oreille et à l'œil. Alors, à l'oreille, évidemment, parce qu'il écoute
il entend extrêmement bien. Donc, dès qu'il y a un truc faux que vous-même vous n'entendez pas, il va dire c'est très bien, mais on va la refaire. J'aime beaucoup cette phrase. Donc en général, quand on vous dit c'est très bien, mais on va la refaire au bout de 5 fois, c'est qu'il commence à y avoir un problème. Mais en général, on a arrêté avant. Mais non, il n'y a pas. Allez, en fait, un bon casting, non, enfin une bonne direction d'acteur, pardon, c'est un bon casting. C'est-à-dire que tout se passe d'abord au casting. Si vous choisissez bien votre comédien, parce que vous le prenez vraiment, parce que c'est le personnage et pas parce que c'est une star, ou enfin, je peux caricaturer là-dedans, mais c'est le personnage. Vous le castez, vous en castez deux, trois comédiens. Après, si vous avez bien casté, il n'y a plus grand-chose à faire sur le tournage. Il y a juste à être un peu plus à droite, à gauche, un peu plus. On peut varier les plaisirs, mais sinon tout se fait vraiment à ce moment-là du choix du comédien, quoi. Ça, c'est extrêmement important. On peut se tromper, un metteur en scène peut se tromper. Je dis, ah bah oui, là, je pensais qu'il allait faire ça, je pensais qu'il allait retrouver ce qu'il avait fait au casting. Et puis, parce que souvent, il y a un décalage entre le moment du casting et le moment du tournage. Et puis, le comédien peut avoir peut-être perdu ce qu'il avait amené au jour du casting. Et puis, mais le regard, la bienveillance, la bienveillance, hein, c'est important. Un metteur en scène qui vous regarde avec plaisir et qui a envie de vous emmener quelque part. Alors bon, après, des fois, vous êtes seul. Ce que je disais tout à l'heure à quelqu'un, des fois, vous êtes seul. C'est-à-dire que quand Alexandre Astier me dit bon, bah là, tu vas chanter à la volette. Donc à la volette, je dis oui. Alors elle me dit, tu connais le morceau? Je dis, bah je connais, non, les paroles pas trop, un petit oiseau. Je dis, non, mais les paroles, on s'en fout. Est-ce que tu connais la chanson? Elle dit oui. Je dis, d'accord, bah vas-y, chante-le en burgonde. Je dis, quoi? Je dis, mais je crois que je dis cette phrase à Alexandre Astier. Je dis, mais je ne parle pas burgonde, Alexandre. Et il me dit, bah je sais, mais vas-y. Donc là, souvent, le public dit, mais vous improvisez? Non, on n'improvise pas parce qu'il n'y a pas... Le texte, il est là. Mais là, pour le coup, il n'y a pas de texte. Donc il me dit de chanter en burgonde, donc d'inventer, là, pour le coup, d'improviser. Et là, franchement, je serre les fesses et je dis, et je me dis... Je voyais l'autre jour un interview de Pierre Ninet qui disait ça, effectivement, il ne faut pas avoir peur du ridicule, il faut y aller, quoi. Et là, vous êtes là, il y a 3 caméras, il y a les camarades personnages qui sont là à côté de vous, et vous commencez votre truc, on posso volo d'animo. C'est n'importe quoi, et vous dites, espère, je suis content, dans 30 secondes, c'est fini, je serai content, je pourrai partir, ça va, cette torture va encore enfin se terminer, quoi. Parce que c'est très désagréable de se trouver ridicule, enfin, de croire qu'on en est ridicule, parce que des fois, on ne l'est pas. Mais il faut oser. Et c'est des fois là que c'est le mieux. Alors évidemment, au moment où vous le faites, vous n'en êtes pas conscient que c'est peut-être bien le truc que vous faites. Donc, il faut y aller, voilà. Donc, Mais en tout cas, oui, pardon, pour répondre à la question, la première question du casting, enfin, je ne sais même plus ce que c'était. C'était la première question, ça. Oui, c'était ça. C'était la première question, c'était au tout début. Mais bon, voilà. Bon, écoute, c'est une bonne réponse quand même. Pardon non du... Non, mais arrête. J'ai envie de te dire, on boit tes paroles. Oh oui, buvez. On va encore parler de Morito dans 5 minutes. Là-haut. Attends, il y avait une question de pardon. Jeune homme là, qui était juste là avec les lunettes. Là. Et après, on reviendra en haut. Salut, comment tu t'appelles? Bonjour. Bonjour. Je suis Olivier, du coup. Salut, Olivier. Alors, j'avais une petite question. Alors, parmi tous les rôles que vous avez incarnés, est-ce que vous avez un type de personnage préféré? Je réponds souvent à cette question en disant que j'aime bien les décalés, donc... Ça va être tout, oui. Oui, c'est-à-dire que tout d'un coup, quand vous êtes dans une série ou dans un film où on vous propose un rôle, alors décalé, ça veut tout et rien dire, mais alors un assassin, on va dire que c'est décalé. Alors je vais pas faire que des assassins et des pervers, hein, je vous rassure, mais ça m'est déjà arrivé de jouer ça et c'est intéressant.
ou des gens très antipathiques, ou alors le roi Burgonde, qui est un personnage, je ne saurais même pas vraiment le définir, où il y a un travail à faire, quoi. Il y a un petit travail à faire sur soi-même. Mais en même temps, c'est très intéressant j'allais dire, de se travailler tout d'un coup, d'être très soi-même, de jouer avec quelque chose de très sobre, une sorte de non-jeu. C'est pas forcément ce qu'il y a de plus intéressant, mais des fois, c'est bien. Quand c'est bien écrit, c'est toujours pareil. Quand c'est bien écrit, qu'on doit être très... moi, j'ai fait pas mal de courts-métrages où on m'a demandé, finalement, de ne pas interpréter grand-chose. Il n'y avait pas un type de personnage. J'ai essayé d'être le plus moi possible et sincère... mais effectivement, les décalés, j'appelle ça les décalés, hein, mais où tout d'un coup il y a un peu une faille, quoi. Tout d'un coup, c'est pas clair. On dit ah oui, il a l'air sympathique, et puis en fait c'est un assassin de jeune fille, ou enfin bon, voilà. Je dis ça parce que j'avais un rôle comme ça où un gars plutôt gentil de prime abord, et puis en fait j'étais dans les petits meurtres d'Agatha Christie où j'étais concierge d'un théâtre, et puis en fait j'ai assassiné des jeunes filles. Alors bon, on s'en fout des assassinats parce qu'on voyait pas ça, mais le personnage était intéressant parce qu'il y avait un sous-texte, quoi, on va dire. Il y avait autre chose. Il fallait pas le jouer, justement, c'est ça qui est intéressant. Il faut jouer au premier degré le truc, mais c'est un peu complexe, mais... Moi, je vais aller plus loin. Si tu avais pu interpréter un personnage, un rôle dans un film, un personnage que tu aimes, qui existe ou autre, tu aurais aimé interpréter lequel ? Dans n'importe quel... N'importe lequel. Imaginons, tu as peut-être un film que tu adores, un réalisateur que tu adores, un personnage, un rôle tout court. Tu aurais aimé interpréter quel rôle alors ? Je vais revenir à ce moment-là aux prémices de mes envies d'être acteur, c'est-à-dire alors soit au théâtre, soit au cinéma. Mais au cinéma, moi, c'est un film qui m'a marqué. Alors, c'est une autre génération. Je suis pas si vieux que ça, mais dans les années, je suis né en 66, donc dans les années 75, j'allais pas mal au cinéma. Mon frère a fait l'IDEC, donc il m'emmenait souvent voir des films que je n'aurais sans doute pas vus tout seul. Et il y a un film que j'avais adoré qui s'appelle Macadam Cowboy, qui n'est pas un film qu'on va voir à 10 ans forcément, mais en fait c'est l'histoire d'un gigolo, un Texan, enfin pas d'un gigolo, d'un Texan qui travaille pas dans son Texas, qui vient à New York pour devenir gigolo. Donc le truc un peu improbable, et il rencontre à New York un paumé, pas un SDF vraiment, mais vraiment un paumé, et qui est joué par Dustin Hoffman. Alors, c'est un film qui a un peu vieilli. Moi, je l'ai revu, je crois, il y a 1 an. Mais la composition de Dustin Hoffman là-dedans, tout d'un coup, j'aurais je pourrais te donner d'autres exemples, bien évidemment. Je pourrais te parler, je sais pas, moi, l'envie de jouer Iago dans une pièce de Shakespeare. Enfin, des personnages comme ça qui sont évidemment extrêmement, sans doute extrêmement enrichissants à jouer. Mais ce personnage, je ne sais plus comment il s'appelle, mais donc joué par Dustin Hoffman, qui est un mec qui boite, qui est malade, qui a une sorte de pneumonie à la fin. Enfin, c'est pas gay, mais c'est un film. Si vous avez l'occasion de regarder ce film, c'est peut-être un peu collector, un peu underground, je sais pas, mais c'est génial. Et c'est vraiment. Moi, je découvrais l'interprétation. C'est-à-dire que c'est vraiment à l'américaine de travailler sur son corps, de trouver une démarche pour trouver une démarche physique, donc pour trouver le personnage. Et c'est absolument génial. Donc là, oui, ce personnage, je me dis, mais ça serait... bon, je te dis ça, il y aurait d'autres exemples, mais comme c'est le premier souvenir que j'ai de me dire, non, mais c'est génial d'être acteur, on peut faire ça. Après, tu vois des photos du mec, tu dis, mais ah oui, c'est le mec qui a joué le même rôle. On ne le reconnaît pas. Enfin, Dustin Hoffman, je ne sais pas si vous connaissez un peu, mais enfin, c'est un acteur absolument exceptionnel, qu'on ne voit plus beaucoup maintenant, mais voilà, c'est mes références, quoi, un peu. D'accord. Ok, très bien. Donc, Dustin Hoffman, sacré référence, je vais te dire. Macadam Cowboy, c'est un truc, ou alors, voilà, dans un autre genre, mais c'est je ne sais plus même plus comment s'appelle le comédien, mais qui joue Mozart dans Amadeus.
folie complètement, enfin genre le personnage est exceptionnel là aussi, le personnage et le comédien qui l'interprète. D'ailleurs j'ai l'impression, enfin je connais pas bien ses carrières du tout, mais Ouais, j'ai l'impression qu'il a fait que ça. Ouais. Du tout revu après, je sais pas, est-ce qu'il est encore vivant, je sais pas du tout. Mais On va se renseigner après. oui, on va regarder sur Google. On va l'inviter au TGS la prochaine fois. Voilà. Je sais pas si j'ai répondu à la question. Mais bon. Si, totalement. En tout cas, je pense que il a été assez complet dans sa réponse, non? C'était qui avait posé la question? C'est le monsieur qui est là. C'était le monsieur à lunettes. Pour ça, c'est un strabisme convergent. Je suis désolé, je ne te regardais pas. Je regardais le monsieur qui avait les lunettes. Très bien. Quelle heure est-il? Que le temps passe vite quand on s'amuse. On a jusqu'à quoi? 11 il nous reste 4 minutes. Je regarde ma montre. Une dernière question, mon Guillaume. Allons-y. On va prendre une dernière question. Qui a une question? Ah bah voilà, le monsieur là-bas. Bonjour. Bonjour. Comment t'appelles-tu? Clément. Clément. Salut Alors, Clément. Quand on regarde les premières saisons de Kaamelott, le roi Burgonde, c'est surtout un personnage comique. On comprend pas ce qu'il dit, il comprend rien, voilà. Ça a été quoi la réaction quand Alexandre est venu et a dit « Tu vas jouer et tu vas avoir de l'importance pour le film. Ton personnage, il va y être. » Non, je rigole parce que non mais c'est ça, le résultat c'est ça, sauf que personne ne vous dit rien. Alexandre ne vous appelle, enfin là, en l'occurrence je vous ai dit avant qu'Alexandre m'avait astié. Oh punaise. Alexandre m'avait appelé pour Obélix, donc là il m'avait véritablement appelé, mais là pour le coup il m'appelle plus et il me dit enfin la production un jour me dit tu seras sur Kaamelott le film. Bon voilà, je suis ravi. Sauf que je suis logé à la même enseigne que tous les autres comédiens. Je ne sais pas ce que je vais faire dans Kaamelott, le film. Donc, j'ai vu quelqu'un tout à l'heure que j'avais vu 1 an avant le film, à qui j'avais dit, je ne sais pas si on sera dans le film. Et là, donc, on m'appelle, on me dit, tu vas être dans le film, mais je ne sais pas ce que je vais faire. Donc, est-ce que je vais faire un Burgonde qui passe et puis qui bouffe et puis qui repart? Je ne sais pas du tout. Et le matin... Parce que ça se passe comme ça. Le matin, dans mon lit d'hôtel à la Jasserie, ou je sais plus, ou à Lyon ou à Saint-Étienne, on reçoit le texte à 5h, 6h du matin. Et alors, moi j'ai une mémoire de souris, donc en général ça va avec le roi Burgonde, il n'y a pas trop de texte, c'est facile. Mais on découvre son texte comme ça, avant même le petit déjeuner, en se levant. Et donc, je m'aperçois que là, pour la première fois de ma vie Burgonde, j'ai une vraie phrase Burgonde. Broca proca. Ça, c'est la phrase. Mais c'est tout. C'est tout. Et même quand je tourne, j'ai 5 jours de tournage, moi. Donc, 5 jours de tournage, c'est pas mal. Je sais qu'à peu près que 5 jours de tournage sur un film qui va faire 1h30, 2 heures, je ne sais pas encore à l'époque combien de temps ça va durer. J'imagine qu'on va me voir, quoi. Et puis, en plus, je vois que je tourne dans une tour, je tourne dans une yourte, je tourne au pied du château. Donc, il y a plusieurs endroits où on va m'entre-apercevoir, quoi. Et puis, surtout, donc avant, je ne sais rien. Tu sais que tu vas avoir éventuellement une importance au moment où tu tournes. Et encore, le montage, tu peux être coupé au montage aussi. Mais par exemple, avec beaucoup alors pas de narcissisme, mais de plaisir de comédien, quand je suis sur la tour et qu'en bas de la tour, il y a une Luma. Une Luma, tu sais, c'est les caméras qui sont sur un grand pied comme ça, et que la Luma, elle est à 6 mètres en dessous, et qu'elle fait comme ça, et qu'elle vient ici. Et là, j'en ai de la chair de poule. Je me dis, tiens, ça va être sympa. J'ai un gros plan sur moi. Ça commence bien ce tournage. Voilà, c'est tout. C'est juste le kiff du comédien qui dit « Ouais, je vais avoir un super gros plan. » Et j'ai des plans, voilà, j'apparais vraiment. Et c'est vrai que c'est la première fois que le roi Burgonde, enfin, pas la première fois, mais en tout cas là, il a une importance dans l'histoire, dans le déroulé de l'histoire. Sans le roi Burgonde, pas de catapulte, pas de Kaamelott Destroy, quoi. Voilà. Donc, c'est encore une fois, le truc est un peu improbable du roi Arthur qui demande... on va dire au peuple, au Burgonde de détruire son propre château, mais voilà. Mais au tout départ, je ne sais rien. Dans une production normale, vous recevez un scénario, vous lisez votre texte, vous comprenez l'histoire parce que vous lisez tout le texte,
Mais là, on ne sait pas. Je vois qu'il y a tel comédien, donc je dis, je vais peut-être tourner avec Joël Sevilla, Dame Célie, je vais peut-être tourner avec Léo Dagan, le Lionel Astier, j'en suis ravi. Mais en fait, puis à un moment, on dit, bon, on y va. Mais en plus, j'ai pas de réplique, enfin, j'ai pas de dialogue, donc je ne sais même pas avec qui je vais parler, quoi. Enfin, c'est complètement débile. Même le décor, c'est-à-dire qu'Alexandre me dit, oh, oui, alors vous regardez là-bas. Alors moi, je joue au chiant, je dis, mais je regarde quoi, Alexandre? Je parle fort parce qu'il est en belge. Tu regardes là-bas, il me dit, genre ta gueule, genre. Tu regardes là-bas et tu regardes les sapins. Alors c'est magnifique, je regarde la cime des sapins. Mais je crois qu'à ce moment-là, je n'ai même pas encore compris que je regarde Kaamelott. Alors après, il y a Arthur. Là, donc je comprends que je suis peut-être face à Arthur, mais en fait non, je suis pas du tout face à Arthur. Donc c'est complètement, on est complètement décalé, quoi. Et puis ça donne ce que vous avez vu peut-être, donc un film et puis je suis dedans. Alors moi, je suis juste hyper content d'être encore dans cette aventure et de cette fidélité. Enfin, c'est rare, hein. Voilà. Merci beaucoup, Guillaume. Donc peut-être que dans le prochain film, peut-être que je tuerai Sting. Je sais pas. Tout est possible. Oh là là, tu en dis trop. Attention, Guillaume, tu commences à spoiler un peu trop là, quand même. Je spoil. Ah oui, là, Guillaume, laisse le plaisir de la découverte. Il y a des spécialistes de l'analyse qui sont dans la salle, qui peuvent faire ça très, très bien. C'est pour ça que tu en dis beaucoup trop. Je ne sais rien, donc de toute façon, Non, ce qui serait logique... Alexandre Astier m'envoie un message, il fait « ta gueule ». C'est mon plaisir personnel. Ta gueule. Ne dis rien. C'est mon plaisir personnel, ça serait évidemment d'être à la table du roi Burgonde... n'importe quoi. À la table ronde. À la table ronde. Ça serait génial que le roi Burgonde se mette à bouffer à la table ronde. Ça serait même un peu... Tout à coup, ça serait le seul qui boufferait pendant que les autres se disent où est le Graal, quoi. Voilà. À suivre. Merci beaucoup. Guillaume Réa était avec nous, les amis, pour cette conférence. Merci à toi. Merci vraiment, à toi. C'était ultra intéressant. On n'oublie pas que Guillaume est en dédicace toute la journée encore. Toute l'après-midi. Donc n'hésitez surtout pas à aller le voir et à lui poser encore des petites questions. Vous allez voir. Je pars vers 16h30 prendre mon train, donc ça sera avant. Voilà. Très bien. Et vous avez vu que c'est un homme qui est ultra agréable et super accessible. N'hésitez surtout pas à aller le voir et à lui poser vos petites questions. Merci encore, Guillaume. Merci beaucoup.